L'Union économique et monétaire ouest-africaine lance son programme de coopération transfrontalière. 6 projets socio-économiques et culturels seront réalisés en faveur des populations vivant le long des frontières des États de l'espace UEMOA. Des projets communautaires estimés à 247 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Certains critères ont milité en faveur de la Côte d'Ivoire, des critères qui seront dévoilés dans ce journal. Un attentat suicide a fait au moins 119 morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un quartier commerçant de Bagdad. L'explosion a également fait 140 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Madame, Monsieur, bonsoir. L'UEMOA lance son programme de coopération transfrontalière pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité au niveau des frontières. Pour la phase pilote, un programme de développement transfrontalier vient d'être lancé. La réalisation de 6 projets socio-économiques et culturels en faveur des populations vivant le long des frontières des États de l'espace à UEMOA. Coût de ces projets communautaires, 247 millions de francs CFA. Le reportage de Mamadou Kwasi. Ce sont 6 projets communautaires qui ont été retenus pour cette phase pilote du programme de développement transfrontalier de l'espace UEMOA. Des projets socio-économiques et culturels pour renforcer la cohésion ainsi que la sécurité au niveau des frontières, mais aussi pour sortir les populations de la précarité. Nous allons partager avec la région voisine du Mali, qui est la région de Sikasso. Il s'agit d'un projet d'apiculture de 500 ruches pour pouvoir en tout cas valoriser et moderniser, pérenniser la production de miel dans les 2 régions. C'est-à-dire les collectivités du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est l'élevage qui est l'activité primordiale des populations de cette zone-là. Nous avons pensé de disponibiliser l'aliment concentré de bétail dans cette zone pour toutes les collectivités du Grand Sahel. D'un montant de 247 millions de francs CFA, ces projets seront entièrement financés par la commission de l'UEMOA. Et pour cette phase pilote, ce sont le Niger, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui ont été retenus. L'objectif recherché à travers ces micro-projets, c'est d'essayer de voir comment accompagner les collectivités locales à partir de micro-projets pour qu'elles arrivent à mettre en œuvre des activités qui ont des impacts sur le plan économique et social. Ces différents projets proposés s'inscrivent dans le vaste programme de coopération transfrontalière estimé à plus de 112 milliards de francs CFA. Après la phase pilote qui démarre avec des activités génératrices de revenus pour les populations, l'UEMOA, à travers le Conseil des collectivités territoriales, va engager le processus de réalisation d'infrastructures communes au bénéfice des populations vivant le long des frontières des pays de l'espace UEMOA. Il faut améliorer l'indicateur du nombre de barrages routiers sur le corridor Abidjan-Lagos. C'est ce à quoi s'attelle le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos et le Comité national de facilitation. Pour réussir ce pari, il va falloir sensibiliser les différents acteurs de la route à une prise de conscience sur leur obligation de faire du corridor routier un modèle de compétitivité de couloir économique dans la sous-région. Le sujet a été débattu lors d'un atelier à laquelle Herman Yamian a pris part. Plus important corridor de l'Afrique de l'Ouest, le corridor Abidjan-Lagos représente à lui seul 60% des échanges intracommunautaires de la CEDEAO. Il faut donc faire en sorte que la libre circulation des personnes et des biens sur cet axe routier soit une réalité pour le bénéfice de l'économie nationale et pour l'intégration sous-régionale. Pourtant, une étude a révélé que l'axe Abidjan-Noé, long de 155 km, est confronté à des difficultés, notamment le nombre de postes de contrôle et le comportement des agents aux postes de contrôle autorisés. Le nombre de barrages que la CEDEAO a souhaité avoir, c'est 3 barrages aux 100 km. En Côte d'Ivoire, nous sommes partis en 2011 de 33 et aujourd'hui nous sommes à 6. Ce n'est toujours pas suffisant. La méconnaissance des barrages autorisés par les transporteurs favorise le racket sur ce tronçon. Cet atelier, initié par le Comité national de facilitation du transport et du transit routier inter-État pour la Côte d'Ivoire, vise à amener les acteurs intervenant sur l'axe Abidjan-Noé ainsi que les autorités administratives à œuvrer au respect du nombre de barrages routiers autorisés. Les acteurs du secteur du transport ne font pas la différence entre un poste d'observation, un poste de sécurité et un poste de contrôle. Et à chaque fois qu'ils voient des corps habillés,
il s'arrête. Les acteurs du transport se réjouissent de cet atelier qui leur permet désormais de savoir la conduite à tenir. Nous nous sommes rendus compte que les chiffres sont assez signifiants. Cela a un effet néfaste, non seulement sur la vie des entreprises de transport, mais aussi et surtout sur l'économie ivoirienne. Je crois qu'il y a un satisfecit qu'il ne faut pas ignorer, mais beaucoup reste à faire. L'étude réalisée révèle que les raquettes sur les routes représentent une somme globale annuelle estimée entre 95 et 150 milliards de francs CFA, dont 17 à 25 milliards de francs CFA dans la seule agglomération d'Abidjan. Cette étude révèle aussi un temps de contrôle de 11 à 42 minutes sur 100 km pour les véhicules de transport de marchandises. Je vous disais donc que le sujet a été débattu lors d'un atelier auquel Herman Niamian a pris part. Des emplois contre des avantages fiscaux, c'est la trouvaille de l'État pour résorber le taux de chômage en Côte d'Ivoire. L'article 1er de l'annexe fiscale 2016 évoque cette approche. Selon les dispositions de cet article, une entreprise qui embauche au moins 2 personnes bénéficie de réductions et même d'exonérations fiscales. Jean-Jacques Ouaméala nous l'explique dans cet élément. 1 million de francs CFA de réduction d'impôt sur les bénéfices, 250 000 francs CFA sur l'impôt synthétique et une exonération de la contribution nationale pour le développement économique sur 2 ans. Voici la nouvelle offre fiscale que l'État propose aux entreprises en cas d'embauche d'au moins 2 personnes. Si ces mesures contenues dans l'annexe fiscale 2016 visent à inciter le secteur privé à embaucher plus de jeunes, elles restent toutefois encore méconnues, d'où la campagne de promotion lancée par le ministre Sidi Touré à l'endroit des entreprises. Nous avons tenu à lancer un appel à toutes les entreprises nationales et internationales pour leur dire que embaucher les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire donne droit à des facilités. Et les entreprises sont gagnantes et l'État est gagnant dans la mesure où ces jeunes sont pris en compte au niveau de leur embauche. Pour le démarrage de cette campagne, le ministre Sidi Touré s'est rendu dans 2 entreprises déjà bénéficiaires de ces avantages fiscaux pour avoir embauché des stagiaires de l'agence Emploi Jeunes. Outre les mesures de l'annexe fiscale 2016, cette campagne va également promouvoir les dispositions du nouveau Code du travail portant sur le stage, question de favoriser l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le couvert forestier ivoirien est fortement menacé de disparition. Il est passé de 16 millions d'hectares en 1900 à moins de 2 millions d'hectares actuellement. Pour lutter contre la déforestation, la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2011 au mécanisme REDD+. Ce mécanisme concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Franck Wadio. 16 millions d'hectares de forêt. Ce chiffre relève présentement du passé. La situation de la forêt ivoirienne est dramatique aujourd'hui. Moins de 3 millions d'hectares en 2005 selon la FAO et aujourd'hui encore moins. Et pour cause. Les causes de la déforestation elles-mêmes proviennent de plusieurs secteurs, l'agriculture, la démographie, l'infrastructure, l'insécurité foncière, de plans d'affectation des terres. Et donc tous ces secteurs concernés, il était important qu'on puisse donc associer tous les acteurs nationaux. Associer tous les acteurs à travers un mécanisme, le REDD+. Adopté en juin 2011, le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts a pour objectif aider les pays à restaurer leur capital forestier, ce qui favorisera un modèle de développement durable. Avec la tendance actuelle de déforestation, il nous reste à peu près 10 ans pour pouvoir tenir encore comme pays forestier. Et cela a une grande incidence sur notre économie. Quand on sait que l'économie est basée sur l'agriculture dépend des pluies, les pluies dépendent des forêts. Vous voyez que tout est lié. Et si nous prenons le risque donc de perdre le peu de forêts que nous avons, les risques seront vraiment dramatiques, au point de vue économique et au point de vue social. Et donc l'engagement que le gouvernement a pris au plus haut niveau, c'est donc de renverser cette tendance. Et déjà, les premiers résultats sont déjà en train de se faire sentir. Ce résultat, c'est le renforcement de la collaboration interministérielle. Pour mieux affiner la mission du mécanisme REDD+ en Côte d'Ivoire, il faut donc lui donner les outils. De cette présentation officielle de la Commission nationale REDD+, doublée de celle des membres du comité interministériel REDD+. Tous sous la supervision du représentant du ministre de l'Environnement
et du développement durable ont reçu leur feuille de route. Faire des propositions précises au gouvernement d'ici la fin de l'année. La Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Cette conférence aura lieu en décembre 2017. Ce choix est dû à l'engagement de la Côte d'Ivoire à travers son gouvernement, à sa capacité d'accueil des salles de conférence, à recevoir plusieurs milliers de participants et aussi à l'engagement à garantir la sécurité et de faciliter la délivrance des visas. Réduire la prévalence du sida en Côte d'Ivoire à 1% à l'horizon 2020. C'est le défi affiché par les autorités ivoiriennes. La pandémie en Côte d'Ivoire touche environ 400 000 personnes, dont 42 000 enfants. Nous sommes passés de 12% à 5%, de 5% nous sommes passés à 4 et quelques %. Et selon l'enquête démographique et de santé, depuis 2012, cette enquête nous donne la prévalence de 3,7 pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons une enquête entre 2017 et 2018. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il faut accentuer la lutte, d'où l'implication de la communauté internationale. C'est pour cette raison que la Côte d'Ivoire a postulé et obtenu auprès de la Société africaine anti-sida l'organisation de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICAS, qui aura lieu du 4 au 9 décembre 2017. Cette conférence qui va se tenir en Côte d'Ivoire sera donc une plateforme d'échange et un carrefour de rencontres de 5 000 à 10 000 délégués provenant de 152 pays. Ces délégués seront composés de représentants de gouvernements. Cheville ouvrière de cette conférence périodique, la Société africaine anti-sida donne ainsi l'opportunité à la Côte d'Ivoire de partager son expérience, mais surtout de bénéficier de l'expertise mondiale et catalyser le temps de la conférence et même au-delà les méthodes de lutte, les partenariats techniques et financiers, les nouveaux remèdes et stratégies pour mieux vaincre la maladie. Satisfaction donc pour le docteur Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, qui n'a pas manqué lors de la signature de convention entre les deux parties de féliciter les autorités sanitaires ivoiriennes. Notons que la Côte d'Ivoire n'est pas la première organisation de ce salon. Abidjan l'a déjà abrité en 1997. La maternité du village de Monga a été réhabilitée par la Fondation Solidarité pour tous. Cette maternité se trouve dans le département d'Alépé. Des médicaments et du matériel agricole d'une valeur de 17 millions de francs CFA ont aussi été offerts au département. Thomas Guessambi. Créer et favoriser les conditions de l'autonomisation de la femme vivant sur le sol ivoirien. Cette mission que s'est donnée la Fondation Solidarité pour tous vient de profiter aux femmes du département d'Alépé. Des lots de matériel agricole pour travailler la terre et en tirer profit et d'autres lots de produits pharmaceutiques pour faire face aux maladies et autres vieillissements précoces. Fatima Solange Mabri en a remis au groupement des femmes d'Alépé à hauteur de 17 millions de francs CFA. Je vous encourage à être des femmes battantes et à soutenir vos époux dans les charges familiales. C'est seulement ainsi que vous gagnerez votre indépendance et vous soutiendrez financièrement et matériellement vos enfants dans leurs études pour que plus tard vous soyez fiers d'eux. Devant cette action de générosité qui contribue à réduire significativement la pauvreté des femmes du département, les bénéficiaires ont su traduire toute leur reconnaissance à l'hôte. Cette journée de communion et de partage entre la Fondation Solidarité pour tous et les femmes d'Alépé a eu pour couronnement l'inauguration de la maternité de Monga, une des sous-préfectures que compte le département. Hier, en total des études, cette infrastructure de base a été entièrement réhabilitée par la fondation que dirige Solange Mabri pour le grand bonheur des femmes du département.
Plus de 6 000 accidents de travail et 29 maladies professionnelles indemnisables ont été enregistrés en 2015 en Côte d'Ivoire. Il faut donc tirer la sonnette d'alarme et multiplier la sensibilisation des travailleurs et des employeurs à la prévention des risques professionnels, et ce en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lors donc de la 14e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail à Bouaké, l'accent a été mis sur la sensibilisation. Soro Corona, Kader Sogodogo. Selon les statistiques du BIT, Bureau international du travail, toutes les 15 secondes, 160 travailleurs sont victimes d'un accident de travail. Toutes les 15 secondes, un travailleur meurt des suites d'un accident ou d'une maladie liée au travail dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 6 000 accidents de travail et 29 maladies professionnelles indemnisables ont été déclarés et reconnus par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, en 2015. Les choses commencent à évoluer avec une prise en charge très importante du ministère en charge du travail, conduite par le ministre Moussa Dosso. Il y a de nombreux textes de loi qui ont été pris qui améliorent la santé et la sécurité au travail. Pour prendre des mesures urgentes afin de réduire les accidents professionnels et promouvoir la sécurité et la santé au travail, des journées sont initiées. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Ces deux journées ont été commémorées à Bouaké. Occasion pour les participants de relever les forces et les faiblesses des réformes, les nouvelles orientations pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail et l'harmonisation des documents élaborés. Bouaké a permis donc de traiter des questions qui intéressaient l'intérieur du pays, notamment les questions relatives à l'installation des comités de santé et de sécurité au travail, la prise en compte de la dynamique de la santé et de sécurité au travail. La commémoration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la Journée africaine de la prévention des risques professionnels a réuni plus de 300 participants issus de 55 entreprises. Parlons éducation, sachez que 4000 ouvrages ont été offerts à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody par le conseil régional de la Nawa. 1500 pour la faculté des sciences médicales et 2500 pour la faculté des lettres. Le reportage de Franck Quadio. Une bibliothèque, celle de la faculté de médecine au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des livres par spécialité, quelques étagères vides, peu importe, ces étudiants en médecine sont bien privilégiés. Certains de leurs camarades dans d'autres facultés disent être moins bien lotis. Les différentes bibliothèques, sinon départements, à la base n'ont pas de bibliothèque. C'est récemment que l'ambassade de l'Espagne en Côte d'Ivoire a inauguré sa bibliothèque au niveau du département de l'espagnol. Et il y a aussi le département des lettres modernes qui à peine a une bibliothèque virtuelle et qui n'a pas de bibliothèque physique. Une situation reconnue par les autorités universitaires. À l'occasion de la crise que nous avons vécue, beaucoup de documents ont été détruits, de sorte que les bibliothèques, même la bibliothèque centrale aujourd'hui n'a pas atteint son niveau d'équipement souhaité. Et il en va de même pour les bibliothèques des différentes UFR. Donc toute activité qui tend à pourvoir ces bibliothèques en documents, c'est une activité salvatrice. Et justement, l'appel est entendu. Le conseil régional de la Nawa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire offre 4000 ouvrages, 1500 à la faculté de médecine et 2500 bientôt à l'UFR des lettres. Nous, on a construit une bibliothèque régionale et on a demandé à ce que les universités françaises nous envoient des livres. Ils nous ont envoyé 10 000 livres. Et dans les 10 000 livres, on a vu qu'il y a 4 000 livres qui ne peuvent pas servir au niveau de la région de la Nawa. Donc, le président du conseil de la Nawa a demandé à ce que 1500 reviennent des sciences médicales et puis 2500 les livres reviennent pour la littérature étrangère. Premiers bénéficiaires, les étudiants marquent leur satisfaction. On parle partout de globalisation, de mondialisation, donc il faille que nous soyons tous à l'heure de ce rendez-vous-là. Et ça passe par des livres, par de la connaissance. Et donc nous sommes vraiment heureux de recevoir ces livres. Il y a cependant des projets. Le numérique, une voie à explorer. Nous avons participé à un projet avec l'UNESCO, avec l'appui de l'UEMOA, pour mettre en place une bibliothèque numérique. Une bibliothèque numérique opérationnelle bientôt.
L'outil est attendu avec ferveur par les étudiants. Des dirigeants de 110 sociétés coopératives de la délégation du Conseil Café Cacao de San Pedro ont eu droit à une formation qui vise à harmoniser leur statut. Le but aussi, se conformer aux exigences de gouvernance et de professionnalisation des sociétés commerciales selon l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits d'affaires. Thérèse Tapeyouboui. C'est en 2008 que le projet don de gouvernance et de développement institutionnel a été mis en place. En 2015, 1300 coopératives ont été formées pour devenir des sociétés coopératives. Pour cette année, elles sont 800 qui doivent recevoir cette formation de mutation en société coopérative à San Pedro. Des modules retenus: constitution d'une société coopérative, gouvernance et gestion coopérative, cadre administratif, institutionnel et commercial. Il y a quelques années, il y avait près de 3000 coopératives dans la filière café cacao. Et on savait qu'elles étaient mal organisées. Donc il est important avec l'acte uniforme de l'OHADA qu'on puisse avoir de véritables sociétés coopératives. Ce sont des acteurs de développement. Donc il est important que ce soit de bonnes sociétés sur lesquelles l'État ou bien la filière café cacao peut se baser pour aider, impulser le développement dans des localités. La réorganisation des coopératives en sociétés coopératives connaît des difficultés. Aujourd'hui, on était en coopérative simple. La loi OHADA nous demande de passer en société coopérative. Vraiment, c'est une très belle chose, mais il faut dire que cela n'est pas encore ancré dans l'esprit de nos dirigeants. La formation des coopératives agricoles du café cacao est organisée avec l'appui technique et financier du don de gouvernance et de développement institutionnel et de la Banque mondiale. Le vice-président de la commission électorale indépendante était l'invité du magazine du dimanche pour parler de la révision de la liste électorale de 2015. La phase d'enrôlement a démarré le 25 juin dernier, vous vous souvenez, et 1080 centres sont ouverts sur l'ensemble du territoire. Écoutons un extrait de l'intervention de Gervais Koulibaly. C'est pour prendre en compte toutes les mutations qui seraient intervenues éventuellement sur la liste électorale. Ça peut être parce que certains électeurs qui figurent déjà sur la liste électorale ont eu des changements sur leur patronyme. Une femme qui s'est mariée, qui a changé de nom et dont le changement a été pris en compte sur sa carte nationale d'identité, se doit d'harmoniser cette information sur la liste électorale aussi. Il se peut aussi que vous ayez changé de domicile. Et donc, si vous avez changé de domicile, il faut venir. Ensuite, il y a de nouveaux requérants. Il y a des personnes qui sont décédées, qui sont encore sur la liste électorale. Il va falloir apurer la liste électorale de la liste des personnes décédées. Et troisièmement, nous profitons de l'occasion pour corriger tout ce qu'il y a comme possibilité d'erreur dans le cadre de la cartographie électorale. Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale. En ce moment-là, vous viendrez avec votre carte nationale d'identité ou votre carte d'électeur. Vous ne figurez pas sur la liste électorale. Vous vous inscrivez pour la première fois. Nous vous prenons votre carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité. Parce que vous n'avez pas encore de carte d'électeur. Voici donc les pièces, je résume. La carte nationale d'identité, la carte d'électeur pour ceux qui figuraient déjà sur la liste, la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité pour ceux qui ne figuraient pas encore sur la liste électorale. Et quel certificat de nationalité? Le certificat de nationalité sécurisé, s'il vous plaît. Dans la même veine, de nombreux responsables politiques sensibilisent les populations à s'approprier cette activité, c'est-à-dire la révision de la liste électorale en vue des prochaines échéances électorales. À Bonirédougou, dans la région du Hambol, la présidente nationale des femmes du RHDP invite les populations à adhérer à cette démarche. Le reportage de Kader Sogodougou. Et c'est parti pour la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Une activité qui annonce les prochaines joutes électorales. À cet effet, tout Ivoirien âgé de 18 ans et plus est invité à s'inscrire ou à vérifier sa présence effective sur la liste électorale. Aussi, la mobilisation des futurs électeurs passe-t-elle par une sensibilisation accrue afin que personne ne reste en marge de ce processus démocratique.
À Bonirédougou, la présidente nationale des femmes du RHDP est sur le terrain à l'effet de la réussite de cette révision. Elle invite d'ailleurs la population à s'inscrire pour choisir librement le moment venu son candidat. Je suis venu informer mes parents et leur demander, aux jeunes majeurs surtout, qui ne figuraient pas sur la liste électorale, de venir massivement s'inscrire. Ensuite, sensibiliser les parents qui se trouvaient dans des situations difficiles parce que d'un village, ils se retrouvaient dans un autre village très loin pour aller voter et ça créait des problèmes pour que nous puissions faire toutes ces actualisations-là sur la liste électorale. Un message bien perçu par les populations de Bonirédougou et des villages environnants qui ont promis s'inscrire massivement sur cette liste avant le 24 juillet 2016, dernier délai de la révision. Une délégation de l'Union pour la démocratie et pour la paix conduite par son secrétaire général vient de sillonner les départements de la région du Tonkpi. Tchagba Laurent a installé une vingtaine de coordinations dans diverses localités. Objectif, remobiliser les militants de la région du Tonkpi avant les futures échéances électorales. Hervé Boy. 5 jours pour remobiliser les militants et militantes de la grande région du Tonkpi. Cette tournée du secrétariat général de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire UDPCI dans les départements de Biancouma, Zouagne et Man a été fructueuse selon son secrétaire général. Nous avons réussi simplement à cette seule tournée à installer 20 coordinations. Voilà. Et 20 coordinations, ça fait 2 à 3, 4, 5 000 personnes que nous avons mobilisées. Voilà. Parce que le listing est réactualisé et fidélisé. Listing réactualisé et fidélisé dans ce qu'il convient d'appeler le bastion naturel de l'UDPCI, l'émissaire du parti Arc-en-Ciel satisfait de la mobilisation de ses partisans les a exhortés à travailler main dans la main pour asseoir définitivement cette suprématie dans cette partie du pays. Et ceci afin de relever les nombreux challenges qui pointent déjà à l'horizon. Les élections législatives arrivent. Nous allons avoir les militants être sensibilisés suffisamment pour que les députés qui vont être présentés par l'UDPCI soient en pole position. Nous sommes passés partout dans les villages que Alassane Ouattara est le meilleur parmi nous. On l'a fait voter, il a été réélu. Mais une chose est de le faire réélire, mais une autre c'est de le soutenir pour qu'il finisse son mandat. Bien, pour que les populations trouvent que nous n'avons pas menti quand on est venu leur parler d'Alassane Ouattara. Ajouter à tous ces défis, la problématique du parti unifié dont il a été largement question tout au long de cette tournée. L'Église catholique universelle célèbre jusqu'au 20 novembre prochain le jubilé de la miséricorde qui s'est matérialisé par l'ouverture de la porte sainte de la basilique de Rome par le pape François. Et puis le diocèse de Mans vient de célébrer des journées dites journée de la miséricorde et de la fraternité entre les peuples. Les peuples de toute religion ont été appelés à cultiver l'amour. Plusieurs peuples d'une même famille, 10 km pour matérialiser l'amour, 10 km pour matérialiser l'union entre tous les peuples, qu'on soit chrétien, musulman, animiste ou tout ce qu'on veut. Un seul mot prime, l'amour. L'amour entre les peuples, car avec l'amour, on vainc toutes les guerres, on vainc toutes sortes de haines. C'est donc ce message qui a guidé les différents pas des peuples de Mans à travers les artères de la ville. Marcher pour montrer la miséricorde, marcher pour montrer l'attachement profond d'un être pour un autre, particulièrement l'attachement de Dieu pour l'homme. La marche correspond au désir de l'humanité, de tous les hommes, de vivre unis dans la paix, dans la cohésion, de pouvoir s'entraider, de s'aimer, de se servir dans la miséricorde. On doit retenir que chaque personne est mon frère. C'est ça qu'on veut retenir. On veut redécouvrir en Côte d'Ivoire qu'on est tous frères, fils de même père que Dieu. L'amour est la chose la plus importante dans la vie. Et si on aime, tout est possible. Effectivement, quand on aime, tout est possible. Un élan de miséricorde qui a conduit les pas de l'évêque du diocèse de Mans à visiter les personnes les plus défavorisées des 32 quartiers de la commune de Mans. Dit aux plus nécessités qu'ils ne sont pas seuls, que même si l'on a peu, c'est possible de partager.
malades, veuves, orphelins, handicapés, familles monoparentales sans ressources apprécient ce geste de haute portée altruiste. Sourires, remerciements, l'émotion était au rendez-vous. On esquisse même des pas de danse au son de la fanfare Harmonie de la Réconciliation, venue spécialement d'Odiéné et composée de chrétiens et de musulmans, un autre symbole de l'unité et de l'amour des peuples. En plus de la marche et de la visite aux personnes en difficulté, les journées de la miséricorde et de la fraternité entre les peuples ont été aussi marquées par une soirée culturelle et une formation sur le thème « Vivre la miséricorde dans la vie sociale ». Hors de chez nous en Irak, un attentat suicide a fait au moins 119 morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un quartier commerçant de Bagdad. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. L'explosion a également fait 140 blessés. Il s'agit de l'explosion la plus meurtrière dans un seul attentat dans la capitale irakienne cette année. C'est le bilan le plus lourd dans une seule attaque. Au moins 119 personnes tuées ce dimanche dans un attentat suicide perpétré par l'État islamique dans la capitale irakienne, Bagdad. On compterait également 130 et 200 blessés. Cet attentat intervient à quelques jours de la fin de Ramadan dans le quartier commerçant de Karada, là où les Irakiens vont massivement s'approvisionner avant la fête de l'Aïd el-Fitr. Alors que l'on croyait l'œil éventré et évincé de Falloujah, récupéré par l'armée irakienne le 26 juillet dernier, voilà que le groupe terroriste fait macabrement parler de lui. Preuve que la tête du serpent n'est pas encore tombée. Le groupe État islamique a certes perdu son fief de Falloujah, mais il est encore retranché dans un autre à Mossoul. Une bataille que compte gagner l'armée irakienne avant fin 2016 en les y délogeant. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.